Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Petit Café. Donc, pour rappel, le Petit Café digital, c'était une fois par mois avant, quand on pouvait se retrouver à plusieurs. Donc, l'idée de ce Petit Café était de pouvoir échanger autour d'un sujet, autour du marketing, enfin de la vision digitale de manière un petit peu globale et de pouvoir ensuite le échanger dessus, donc une fois par mois. Et l'objectif là, avec le Covid, c'est de pouvoir faire un petit peu le même événement sous forme de webinaire pour qu'on puisse toujours échanger sur différents sujets marketing. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les trois sujets qui sont le SEA avec Sébastien Depont de JV Web qui va introduire les bonnes pratiques et ses meilleurs conseils. On enchaînera ensuite avec Nicolas d'SM Juice qui va nous parler de netlinking et de performance, de performance autour du ranking de son site internet. Et j'interviendrai moi, Samuel, ensuite sur le A/B testing. Donc, ce qu'on va vraiment évoquer, c'est ces trois sujets qui sont assez complémentaires, avec en premier point une partie publicitaire, une partie ranking et dans un deuxième temps la partie A/B test pour essayer de transformer au mieux nos différents utilisateurs. Donc, je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet avec Sébastien. Je te propose de partager ton écran qui va enchaîner sur le premier point autour du SEA. Si vous avez différentes questions, différents sujets que vous voulez aborder, l'idée c'est qu'on fasse une série de questions-réponses à la fin. Vous pouvez les noter dans le chat. Loïc, qui est là, va structurer tout ça pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Et on fera le point à la fin des différentes présentations. On a trois présentations qui durent à peu près 20 minutes chacune. Donc d'ici une heure, on pourra échanger sur les différents points. À toi, Parfait. Sébastien, je te laisse. Merci beaucoup, Samuel. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. On va parler pendant 20 minutes de Google Ads. Alors, avec 5 conseils qui vont être assez précis sur comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser votre compte Google Ads, comme nous, on peut faire en tant qu'agence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas JV Web, très rapidement, j'ai que 2 slides. Pour nous présenter, on est donc une agence de référencement. On existe depuis un peu plus de 16 ans maintenant. JV Web, c'est 60 personnes qui sont basées principalement à Montpellier. On a aussi un bureau à Paris, à Genève et à Shanghai pour l'export, puisque au sein de JV Web, on a aujourd'hui 10 nationalités, ce qui nous permet de couvrir et de travailler et d'accompagner nos clients sur la France et aussi l'international. Parmi les clients qu'on va pouvoir accompagner, alors on a tout type de clients, des PME, des TPE, des startups, mais aussi des gros groupes. On en a mis quelques-uns ici à gauche avec des objectifs B2B ou B2C, sachant qu'aujourd'hui, JV Web a les certifications, je dirais, les plus élevées. C'est ce qu'on peut voir ici avec le Google Partner Premium et le Facebook Partner Premium. Au niveau des équipes de JV Web, on a été segmenté en plusieurs domaines de compétences. Alors, le premier, bien évidemment, c'est la gestion de campagnes de liens sponsorisés avec Google Ads, mais aussi Bing Ads et Shopping. Des accompagnements qu'on peut vous proposer en référencement naturel. Et là encore, la gestion aussi de vos campagnes social ads avec Facebook, Instagram, mais aussi Snapchat, LinkedIn. Là encore, selon vos objectifs B2B et B2C. Une des particularités qu'on va avoir au sein de JV Web, c'est le pôle R&D. Le pôle R&D, c'est quoi? Ce sont 7 ingénieurs, développeurs, tous certifiés au Google Ads, qui ont pour mission de développer des outils afin de faciliter la tâche des chargés de compte. Principalement par rapport à Google Ads, on va parler d'un des outils qui s'appelle Saizo, que certains connaissent déjà, qui va vous permettre d'avoir des informations très détaillées et très précises en réalisant en moins de 5 minutes un audit technique de votre compte Google Ads. Je vous enverrai après l'URL et vous pourrez vous-même faire le test en vous connectant directement sur Saizo.io. Dernière particularité de JV Web, c'est qu'on est aussi un pôle de formation, c'est-à-dire qu'on est capable de vous former. On est un organisme certifié, donc avec des prises en charge OPCO qui sont faites jusqu'à 100%, durant toute une journée avec un chargé de compte qui est capable de vous former sur Google, sur le référencement naturel ou encore sur la partie Google Ads. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle un petit peu la checklist JV Web. On a 5 points qui sont pour nous des points fondamentaux pour la gestion d'un compte Google Ads. J'ai souvent, et j'ai même d'ailleurs beaucoup des questions, des personnes, des annonceurs qui viennent me voir en disant « Je fais du Google Ads, ça ne marche pas ». Ou bien « Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus de potentiel ?» Ou encore « Est-ce que je peux faire mieux tout en ayant plus de volume, que ce soit du lead ou que ce soit des ventes, avec un peu moins de budget ?» C'est ce dont on va pouvoir travailler ensemble et voir ça
en 20 minutes avec 5 points essentiels. Le premier, c'est la partie tracking et objectif. On verra pourquoi c'est important. Le second, c'est de se rendre compte, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire mieux et de faire plus? Et puis après, travailler vraiment dans le cœur de l'activité d'un compte Google Ads avec le travail sur les mots-clés, comment toucher la bonne cible via les audiences, et puis comment sensibiliser la personne et faire qu'elle va cliquer sur votre annonce. Alors, le premier point, qui est un point qui est assez essentiel, c'est la partie donc, tracking et objectif. L'idée, c'est de pouvoir mesurer la bonne performance pour pouvoir prendre les bonnes décisions. La première chose que l'on fait quand on accompagne un annonceur sur Google Ads, c'est de lui demander aujourd'hui, est-ce qu'un objectif a été fixé? Pourquoi? C'est avec ça, en fait, qu'on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, un objectif, on peut en avoir plusieurs. Ça peut être du ROI, ça peut être du lead, ça peut être des ventes. Tout dépend encore de la raison pour laquelle vous faites du compte, vous faites du Google Ads. Et donc, pour pouvoir mesurer correctement ces objectifs, ça doit passer par tracking. Donc, le tracking, vous pouvez l'installer via ce qu'on appelle le Google Tag Manager, donc c'est le GTM. Ça va être donc votre point de contrôle qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Le rôle d'un chargé de compte chez JVWeb, il est assez simple, c'est de faire des analyses et ensuite de faire des optimisations. D'accord? Mais pour pouvoir faire ces analyses et ces optimisations, il faut que le tracking soit opérationnel. Une fois que la partie tracking est opérationnelle, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et donc, la question, c'est est-ce que mes objectifs sont clairs? Alors, les objectifs, il peut y en avoir plusieurs, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez avoir des objectifs de branding. Donc, je souhaite être visible et faire connaître mon activité. Je souhaite avoir de la performance. Je souhaite avoir un nombre de leads qualifiés. Je souhaite faire des ventes. Tous ces éléments, en fait, vous devez les définir dans votre compte Google Ads pour comprendre aujourd'hui quel va être l'objectif de conversion. C'est-à-dire que, je prends un exemple assez simple, je suis dans le secteur immobilier, je souhaite faire des leads. Avoir des leads, c'est bien, mais par contre, ce qu'on va pouvoir rechercher, ce sont des leads qualifiés. Puis surtout, comprendre jusqu'à quel prix je suis prêt à investir pour obtenir un lead qualifié. Et là encore, comprendre un lead qualifié, c'est quoi? Est-ce que c'est une personne qui va juste remplir un formulaire ou c'est une personne qui, derrière, va pouvoir acheter un bien? Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir traduire la partie objectif pour comprendre, en gros, si ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on le fait mal? C'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite mesurer la partie chiffrée de son objectif. C'est-à-dire, toujours dans mon secteur de l'annonceur immobilier, je connais aujourd'hui mes taux de transformation de vendeurs et je sais qu'il me faut à peu près une centaine de leads pour pouvoir générer une quarantaine de ventes. C'est comme ça que je vais pouvoir me dire, aujourd'hui, avec mon budget Google Ads, mon lead, je suis prêt à le payer 40 € et je vais pouvoir ensuite derrière faire mes optimisations au mois le mois en fonction de mon budget Google Ads. Donc, des conversions, on peut en avoir plusieurs. On a noté deux types. On a les conversions qu'on appelle les conversions online et ensuite les conversions offline. Donc, la conversion online, vous l'avez bien compris, ça part bien évidemment de votre tag Google Ads qui doit être parfaitement paramétré et installé sur votre compte, qui va être ensuite relié à votre compte Google Analytics. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les remontées de ventes, de chiffre d'affaires, de leads ou encore de clics. L'autre point qui va être important, c'est de travailler ce qu'on appelle la conversion offline. Ce sont toutes les ventes en fait, qui vont se générer une fois que le lead a été envoyé sur votre compte Google Ads. Dans l'exemple encore de mon annonceur immobilier, la variable qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la variable GCLID. Le GCLID, c'est quoi? C'est un identifiant unique qui va être installé et qui va être généré à chaque fois qu'une personne va cliquer sur votre annonce Google Ads. Et en fait, cette variable unique va être suivie et remontée dans votre CRM, ce qui fait que le commercial qui va rappeler le lead dans le secteur immobilier, si la vente est réalisée, on va pouvoir savoir en gros quels sont les nombres de leads qui ont été générés et le nombre de leads qui ont été vendus grâce à cette variable qu'on va pouvoir ensuite réinjecter dans votre compte Google Ads. Le gros intérêt, c'est au lieu de diffuser et d'obtenir du lead qualifié, on va avoir du lead qualifié mais converti, puisque le CRM va nous remonter l'information dans Google Ads et on saura précisément quel mot-clé a généré la vente. Ce qui va nous permettre, dans l'idée, de dépenser moins de budget, mais surtout de dépenser mieux son budget en n'ayant que des leads qui transforment. Donc, l'objectif, ça va être important, ça va passer par le tracking. Et l'idée, bien évidemment, c'est de toucher la bonne personne avec les bons mots. Une fois qu'on a un tracking qui est clair et des objectifs qui ont été définis, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir toucher les bonnes personnes? Et donc là, on va pouvoir s'attaquer à ce qu'on appelle la visibilité et le taux d'impression. Alors, toutes ces informations sont disponibles dans votre compte Google Ads. Donc, le taux d'impression, ça va passer par 2 points, l'analyse de son taux d'impression et puis le taux d'impression perdu. D'accord? Ça se traduit de cette manière-là dans votre compte Google Ads. Donc, ici, on voit un screen d'un compte dans lequel on a des campagnes. En fait, la partie par d'impression,
vous l'avez en haut à droite avec des encadrés en jaune qui vous permettent de vous dire aujourd'hui, sur un mot-clé tapé, est-ce que vous avez la possibilité de toucher encore plus de personnes? Et si toutefois, non, vous n'avez pas cette possibilité, on vous explique pourquoi. Il peut y avoir deux raisons. La première, c'est soit à cause du classement, soit à cause du budget. On a fait ici une petite synthèse avec l'outil Saizo qui va vous permettre de vous rendre compte en gros du potentiel de développement de votre compte entre vos marques, enfin votre requête marque, pardon, et les requêtes hors marque. Et l'exemple est assez simple. La question qu'on doit se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que je suis visible par l'ensemble des internautes tapant des mots-clés liés à mon activité? Dans ce cas-là, la réponse est simple, c'est dans 24% des cas, la cible qui a tapé une annonce marque ne va pas voir mon annonce et on l'explique en dessous. Dans 4%, c'est à cause du budget et dans 71%, c'est à cause du classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Google aujourd'hui, je n'ai pas assez de légitimité sur la qualité de mon compte pour qu'il puisse me faire rendre visible par rapport à mes concurrents. Et cette problématique, on peut la voir sur les requêtes marques, mais surtout sur les requêtes hors marque, donc toutes les requêtes qui ne contiennent pas mon nom. Et là, on peut voir encore que le potentiel peut être plus ou moins important. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est travailler cette visibilité. Et on va voir comment la travailler. Ça va passer par ce qu'on appelle le quality score. Le quality score, c'est quoi? C'est la note de qualité qui est donnée par Google par mot-clé. Ça peut faire un petit peu peur, mais en soi, c'est assez simple. Alors, un petit rappel, on a ce qu'on appelle le calcul de l'AdRank. Le l'AdRank, c'est quoi? C'est combien est-ce que je suis prêt à investir pour être visible par mes clients, par les personnes tapant des mots-clés. Et donc, aujourd'hui, ça va être calculé en fonction du CPC, le prix auquel je suis prêt à payer mon clic, multiplié par le quality score, donc note de qualité donnée par Google par mot-clé. Tout ça, c'est accessible là encore dans votre code Google Ads. On a ici encadré à droite la note que vous allez obtenir par mot-clé. La note, c'est une note donnée par Google qui va de 1 à 10, la moyenne étant à 7. Si aujourd'hui, je crée un compte Google Ads, ma moyenne va être à 7. L'intérêt d'avoir un bon quality score, c'est de payer moins cher votre clic, d'accord? Ou bien, pour un même CPC, d'être plus visible que vos concurrents. C'est donc le cœur de la stratégie doit passer par la gestion de votre quality score. Et donc, il est essentiel d'avoir des quality scores sur vos mots-clés métiers supérieurs à 7. Vous l'avez dans votre compte Google Ads. Donc, si toutefois on voit dans cet exemple-là que j'ai un quality score de 6 sur 10, mais je sais que je vais devoir travailler certains points liés à la qualité du compte. Il y a 3 points à travailler. Le taux de clic, la qualité de l'annonce et la qualité de ma landing page. D'accord? Ces 3 points, en fait, vont être regroupés. On a mis un exemple ici avec Saizo. Vont vous donner une note globale. La note globale sur ce compte-là est 5,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, je sais que je vais devoir travailler la qualité de mon compte. Et vous pouvez voir à droite, ici, les 3 éléments. Taux de clic. Donc aujourd'hui, par rapport à la moyenne, est-ce que je suis supérieur à mes concurrents ou est-ce que je suis inférieur à mes concurrents? La pertinence de l'annonce. On va en parler un petit peu après. Et puis, la convivialité de la landing page. La landing page, ça va être essentiel. Généralement, quand vous avez un impact sur votre landing page, c'est que soit le temps de chargement est beaucoup trop long, soit il n'y a pas assez de contenu sur votre site Internet. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de retrouver sur l'outil Saizo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous ces éléments. Et en fait, Saizo va calculer automatiquement votre quality score moyen, ce qui va vous donner une marge de progression sur aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer sur mon compte pour pouvoir obtenir plus de qualité, être plus visible. L'autre point qui va être important, une fois qu'on va pouvoir travailler la qualité du compte, c'est le mot-clé. Alors, c'est un schéma assez simple, mais aujourd'hui, effectivement, tout part d'un mot-clé. Je prends un exemple, là encore, dans la partie location de voiture. Je souhaite me positionner sur les requêtes location de voiture. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer derrière l'écran? Quand un internaute va taper la requête location voiture, en fait, on voit ici à droite qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire cette requête-là. Et en fait, si je n'ai pas d'analyse de ciblage, aujourd'hui, je vais taper un petit peu n'importe où. C'est-à-dire que je ne vais pas savoir en gros vers qui je vais devoir m'orienter et qui est la personne qui se cache derrière mon écran. Aujourd'hui, avec la gestion des audiences, on a la possibilité d'avoir une mine d'or d'informations. On est capable de savoir en fait si ces personnes sont des clients, si ce sont des prospects, si ce sont des prospects chauds ou des prospects froids. Alors, comment est-ce que Google aujourd'hui analyse tout ça? En fait, tout simplement, quand on a son téléphone, on est connecté avec un compte Gmail, on utilise Android et puis on utilise en gros aujourd'hui tout ce Chrome.
Donc, à partir de là, Google va emmagasiner un certain nombre d'informations qu'il va pouvoir prendre en compte, qui vont faire qu'aujourd'hui, grâce à des bases d'audience, on va pouvoir dire « je souhaite toucher des clients, je souhaite toucher des prospects chauds ou je souhaite toucher des personnes qui n'ont pas encore vu mon site Internet ». On a tout un ensemble d'audiences qu'on va pouvoir toucher. Là, ici, j'en ai sélectionné 4 qui sont l'audience démographique. Un exemple tout simple, je prends toujours mon exemple d'immobilier. L'audience démographique, en fait, va pouvoir me dire « je souhaite toucher telle ou telle tranche d'âge ». Un exemple, je sais que dans l'achat immobilier, je ne souhaite pas toucher les 18-24. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une cible qui aujourd'hui m'intéresse et je sais que les personnes qui vont acheter mes appartements, c'est plutôt une cible 35 à partir de 35 ans. Et donc, du coup, je vais pouvoir dire à Google, je ne souhaite pas que tu diffuses sur la tranche 18-24. Ce qui fait que si je n'avais pas fait ça, il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient fait des requêtes sur appartement T2, par exemple, Montpellier. Ça aurait généré du clic non qualifié et donc, du coup, ça aurait fait du gaspillage. Donc, le moyen aussi, c'est de toucher mieux sa cible et d'éviter les gaspillages. Et là encore, on a tout un ensemble de cibles que l'on peut avoir touchées ou encore éviter grâce à des audiences du type affinité, in-market ou similar. In-market, c'est intéressant. Ça permet de toucher en gros une personne qui a fait des requêtes liées à l'activité, à votre domaine d'activité, mais qui n'ont pas été directement sur votre site Internet. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur une cible qui est chaude. On a une audience qu'on appelle similaire. Vous avez la possibilité pour Google, dans Google, d'uploader votre base CRM. Alors, la base CRM, c'est quoi ? C'est généralement un email. Et de faire un petit peu comme on peut faire avec Facebook, c'est faire du lookalike. C'est-à-dire que je vais toucher des profils similaires aujourd'hui à vos acheteurs. Ce qui fait que là encore, je vais toucher une audience qui est vraiment qualitative. Et l'idée, c'est de se dire, je suis prêt à payer un peu plus cher pour aller toucher cette cible parce que ça, c'est mon cœur d'activité. Et je sais que eux, ça va transformer. Donc, je vais pouvoir augmenter mes CPC et toucher plus de personnes. Comme la partie démographique, je vais pouvoir dire, je souhaite retirer le 18-24 ans parce que eux, ça ne me rapporte rien. C'est du clic qui est non qualifié. Je les retire. Donc, l'audience aujourd'hui, c'est vraiment important. J'ai mis ici un exemple. On peut le voir avec l'exemple que je vous prenais sur l'audience démographique. Mais quand je fais des analyses de comptes, en fait, je me rends compte qu'on a des coûts par conversion qui peuvent être plus ou moins intéressants en fonction des tranches d'âge. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir, ici, on le voit, faire un ajustement d'enchère. Plus 54% sur le 18-24 ou moins 57% sur le 35-55. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir toucher au mieux sa cible. On peut le faire également par rapport au genre. Et on peut se dire, je veux toucher plus les hommes que les femmes parce qu'au vu des analyses, je me rends compte qu'un homme va me coûter beaucoup plus cher qu'une femme. Donc, avec un même budget Google Ads, l'idée, ce n'est pas de vous demander d'investir plus, mais ce que vous allez faire, c'est investir mieux en gardant votre même budget, mais par contre, en ne touchant que les personnes qui génèrent réellement de la transformation. D'accord ? Tout ça, c'est disponible dans votre compte Google Ads. Là encore, vous avez l'URL qui est visible. Avec Sizo, la synthèse sera faite automatiquement. Et du coup, vous allez avoir tous les éléments pour prendre des décisions sur votre compte Google Ads. Oui, je souhaite continuer à diffuser, ou bien non, cette tranche d'âge, je me rends compte qu'elle n'est pas pertinente et que je souhaite arrêter. Les annonces. Alors, les annonces, elles sont essentielles. Donc, ce que nous, on recommande, c'est toujours bien évidemment tester les nouveaux formats. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ? C'est le premier point de contact avec un de vos futurs clients. D'accord ? Quand on va taper une requête, par exemple, crédit immobilier, du coup, qu'est-ce qui va faire que l'annonceur va cliquer sur la première ou la troisième annonce ? C'est l'attractivité de l'annonce. D'accord ? Il faut qu'une annonce utilise les dernières fonctionnalités, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit claire, il faut que ce soit simple, il faut qu'elle puisse répondre à la problématique de l'internaute. D'accord ? À partir de là, il y a des bonnes pratiques à respecter. Donc, ce que vous devez faire, et nous, ce qu'on recommande, par exemple, c'est d'avoir systématiquement 3 annonces par groupe d'annonces, ni plus ni moins. Pourquoi ? C'est qu'à partir de là, le système va pouvoir prendre en compte et faire de l'A/B testing et regarder quelles sont les annonces qui ont les meilleurs taux de clic et les meilleurs taux de transformation. D'accord ? On va pouvoir regarder la qualité de l'annonce, utiliser les derniers formats et utiliser aussi ce qu'on appelle toutes les extensions d'annonces. Alors, des extensions, il y en a plusieurs. On a des extensions des crédits de site, des extensions de lieux. En fait, ce sont des petits éléments qui vont pouvoir se greffer en dessous de votre annonce, qui vont augmenter la visibilité et qui, du coup, vont rendre votre annonce beaucoup plus attractive. Et à partir de là, on sait qu'une annonce qui est plus attractive augmente le CTR. Donc, le CTR, c'est le taux de clic. Et le taux de clic, on l'a vu tout à l'heure, ça va jouer dans le calcul de votre quality score. Donc, plus j'aurai une annonce qui va être riche, plus j'aurai une annonce qui sera travaillée, plus j'augmenterai mon quality score.
Et donc, à partir de là, soit vous aurez plus de clics pour un même budget, soit vous allez avoir pour un même nombre de clics des dépenses qui vont baisser, d'accord, pour un même résultat. Autre point qui va être essentiel, c'est de travailler l'optimisation de vos annonces. D'accord ? Ça passe par le CTR. J'ai ici un exemple. On voit ici que dans une annonce, vous avez la possibilité de travailler votre taux de clic, qui est noté ici. Si toutefois, je ne travaille pas mon annonce et je ne respecte pas les bonnes pratiques, là, ici, on voit que dans le cas de cet annonceur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 annonces dans mon groupe d'annonces. On a vu que la règle, c'était 3. Pourquoi ? Regardez, ici, on voit que le taux de clic de l'annonce 3 est de 10%, 10,91. On voit ici que le taux de clic de l'annonce 5 est de 3,82. Qu'est-ce que Google va faire ? Il va faire une moyenne tout simplement de l'ensemble. Et on voit bien qu'ici, le taux de clic moyen va être tiré vers le bas à cause de cette annonce qui est à 3,82 et même celle qui est au-dessus à 3,34. Donc, le fait de mettre en pause ces annonces qui ont un taux de clic qui est faible et de prendre celle qui a le taux de clic le plus élevé, celle qui est à 10,91, et de la décliner pour la challenger, c'est ce qui va augmenter votre quality score. D'accord ? Donc, c'est vraiment essentiel de bien le travailler de manière à avoir de belles annonces. Et comment on fait pour avoir de belles annonces ? Alors, il y a plusieurs moyens. Vous devez utiliser déjà votre savoir-faire, c'est-à-dire que ce sont vos métiers, ce sont vos produits, et vous savez exactement quels sont les mots-clés qui fonctionnent, ceux qui marchent et ceux qui marchent un petit peu moins. Donc déjà, il doit y avoir un brainstorm qui doit être fait sur qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez transmettre sur votre annonce. Et ensuite, il y a les moyens de les tester. Il y a une fonctionnalité Google qui marche très très bien, qu'on appelle le RSA, qui vous permet d'écrire et de donner dans le compte Google Ads des titres et des descriptions. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 15 titres, vous pouvez écrire 4 descriptions, et à partir de là, c'est l'algorithme de Google qui va faire des combinaisons possibles et qui va nous sortir le titre 1, le titre 3, le titre 7 et la description 1 et 4. Et donc, c'est l'algorithme qui va faire des choix et vous sortir une annonce qu'on va pouvoir voir ici. Et le rôle ensuite, votre rôle, ou le rôle de votre chargé de compte, ça va être de regarder ces annonces qui fonctionnent bien, de garder les meilleures, de désactiver, de mettre en pause celles qui ne fonctionnent moins bien, et puis de les rechallenger. Là encore, l'idée, ça va être de toujours faire mieux. Jamais se contenter d'un taux de clic à X%, toujours rechallenger en permanence ce que l'on fait. Nous, au sein de JVWeb, c'est ce que l'on fait. Le rôle des chargés de compte, tout à l'heure, je le disais, que c'est d'analyser et d'optimiser. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait ce travail une fois qu'on doit se contenter de rien faire d'autre. Il y a 15% de nouveaux mots-clés qui sont tapés chaque jour sur Google. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on appelle des analyses de termes de recherche. Il va falloir regarder en gros quels sont les mots-clés tapés par les internautes pour rentrer en contact avec notre site Internet. Et du coup, c'est un travail qu'on doit faire en permanence. D'accord ? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter la qualité de votre compte et arriver à améliorer les résultats. Alors ça, on peut le voir là encore. Hein. C'est ma dernière slide sur l'outil qu'on a développé, Saizo, par nos ingénieurs. Donc, l'outil est gratuit, ça c'est important. Ça vous donne une analyse en moins de 5 minutes. Et en fait, en quelques clics, vous avez aujourd'hui à peu près 70 points de contrôle qui vont reprendre tout ce qu'on vient de dire. Ici, j'ai mis un petit screen. Donc, vous allez sur saizo.io, vous lancez l'analyse en vous connectant à votre compte Google Ads. Vous pouvez lancer une ou plusieurs comptes à auditer. Puis à partir de là, vous attendez et vous recevez les analyses. Bien. J'espère que ça a répondu à vos attentes sur ces 20 minutes. On a terminé la partie Google Ads. Je vais repasser la main à Samuel. Et merci pour votre écoute. Merci Sébastien, très clair. Si vous avez des questions, je vous laisse les noter dans le chat ou les garder pour la deuxième partie. Et je vous propose qu'on enchaîne avec Nicolas, qui va nous parler du netlinking. Nicolas, je te laisse prendre la main et partager ton écran. Il faut que tu actives ton micro, Nicolas. Petit problème technique. Ouais, c'est que j'ai perdu, quand je suis passé en plein écran, j'ai perdu la fenêtre Zoom. Voilà, je viens de la récupérer. C'est bon. On t'écoute. Donc voilà, nous allons donc après cette présentation, nous allons enchaîner donc sur la partie SEO et plus particulièrement donc le netlinking, les stratégies de lien. Pour présenter rapidement donc Semjus, donc on est une plateforme d'achat de liens et on propose un accompagnement clé en main. On existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant.
et nous sommes rapidement positionnés parmi les leaders du marché français. On emploie un peu environ 25 personnes et on a également 25 freelances qui nous aident derrière, notamment pour la partie rédaction. Donc aujourd'hui, notre force principale est d'offrir un accompagnement stratégique et gratuit pour nos clients, c'est-à-dire nos clients peuvent venir acheter par eux-mêmes des liens pour booster leur popularité, mais nous pouvons proposer également un accompagnement qui est gratuit et sans surcoût, où on les aide à mieux rentabiliser leur investissement et surtout à lancer des campagnes sans prendre de risques. Hem, En gros, ouais, une fois que la stratégie, est définie et que nous avons tout défini les objectifs avec nos clients, il n'y a plus rien à faire et notre succès est principalement aujourd'hui reconnu par la qualité de nos stratégies et la qualité des sites que nous avons au catalogue. Donc voilà, c'était pour la petite partie, présentation. Au niveau donc, du référencement naturel, donc la recherche organique reste, l'une des sources les plus génératrices de trafic et de prospects. Il faut savoir qu'en France, 94 des recherches se font sur Google et que 91 des clics se font sur sa première page. Là, donc on a un petit exemple donc, au niveau du CTR moyen sur un résultat, sur la première page de Google, s'il n'y a pas de résultat SIA, on se retrouve, non, s'il y a des résultats SIA, pardon, s'il y a des résultats SIA, on se retrouve sur 28,5 de clics sur la, 1re position et si on n'a pas de résultat SIA, qu'on a que du résultat organique, on peut monter jusqu'à, 34 de moyenne. Donc, voilà, il faut travailler, son SEO et notamment, son netlinking pour arriver à, venir se hisser parmi les premiers résultats. On l'a vu tout à l'heure, il y a le SIA pour être visible sur la première page de Google, mais il y a également le, le, le SEO. Donc, le référencement, c'est avant tout dans des techniques où il faut s'adapter à Google. Enfin, il faut venir plaire à Google. Il y a énormément de leviers SEO et il faut venir actionner un maximum de leviers pour venir plaire à Google. Donc, les piliers du SEO, donc, il y en a différents et ce sont des facteurs qui viennent réellement décupler votre visité donc, dans les SERP, dans les résultats de Google. Le premier pilier du SEO, donc c'est la structure, c'est le socle technique, la performance, l'UX, c'est ce qu'on a, représenté par le sol sur notre petite, infographie, sur notre visuel. Donc il faut, des bases solides pour pouvoir construire quelque chose de derrière. Le contenu, donc c'est représenté par l'arbre, c'est notamment la richesse sémantique des pages. Et le contenu aujourd'hui a de plus en plus de poids. Il faut vraiment avoir du contenu, de qualité. Et après nous avons donc le lien, donc c'est l'autorité de votre site, son indice de confiance auprès de Google et ce lien, ça va venir booster en fait la croissance, la visibilité de votre site pour venir mieux vous, positionner. Donc c'est comme dans la vie réelle, plus on va parler de vous, plus vous serez connu et célèbre aux yeux des autres. Sur le web, c'est la même chose. Plus vous avez de liens, plus vous serez mentionné, plus on va parler de vous, plus vous serez, célèbre aux yeux de Google et plus il vous donnera de l'importance et mieux il vous positionnera dans ses résultats. Au niveau donc des objectifs du netlinking, c'est tout simplement, transmettre de la popularité entre les sites, le fameux transfert de jus SEO. Aujourd'hui, le netlinking permet de rattraper son retard par rapport à ses concurrents, parce que vous pouvez avoir des concurrents qui ont démarré avant vous et du coup, il faut arriver à essayer de les rattraper. Maintenir également, des positions face à des concurrents qui montent et travailler également son e-réputation en générant des contenus qui vont valoriser votre marque, vos produits et vos services. Si vous lancez un business, bien après vos concurrents, le netlinking vous permettra grandement de rattraper ce retard et de rapidement positionner votre site dans les résultats de Google. Voilà, aujourd'hui, le lien est vraiment ce qui va un levier pour venir rattraper des concurrents si vous démarrez derrière. Et voilà. Et ça, on va le voir dans les exemples juste après. On va revenir sur la distribution du jus SEO pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc sur un site internet, on a du jus externe et du jus interne. Le jus externe, ce sont les liens que vous allez recevoir de l'extérieur. Lorsqu'on va le plus souvent parler de vous, vous allez recevoir donc des liens vers la page d'accueil de votre site. Donc, c'est ce qui est représenté en haut sur le visuel. Et lorsqu'on va parler d'un de vos services, d'un de vos produits, vous allez recevoir un lien vers une page interne
donc de votre site. Tout ce jus-là, mais il faut correctement le redistribuer sur votre site pour venir pousser, les pages de vente les plus intéressantes en termes de business. Il y a des pages sur votre site qui doivent être visibles, être positionnées, d'autres pages qui n'ont pas besoin de l'être. Donc il faut correctement mailler le jus de votre site pour justement, le jus qui arrive de l'extérieur, correctement le rediriger, hein. C'est vraiment les vases communicants. Il faut correctement, pousser les pages qui ont besoin, d'être visibles. Donc, à chaque cas, sa stratégie. Avant tout, donc, il faut faire un état des lieux de l'existant sur votre site. Donc là, on a une capture de l'outil SEO Observer. Donc, il faut regarder un petit peu quel est votre profil de lien, analyser les mots-clés et définir ceux qui ont le plus de potentiel en termes de business. Comme je l'ai dit, il y a des pages et des mots-clés qui seront plus importants. Donc, il faut les définir, voir un peu comment vous êtes positionné. Il faut réfléchir à quelle est l'intention de recherche de l'internaute et quelle est également la pertinence de la réponse qui sera fournie, donc adapter la page en fonction de ça. Il faut également analyser la concurrence, voir qui est devant vous et voir justement, est-ce que c'est possible de les rattraper et également l'adéquation objectif-budget, voir si c'est cohérent par rapport aux enjeux. Donc là, j'ai voulu prendre 3 cas concrets, très distincts pour illustrer vraiment, la pertinence, du lien et que le lien peut s'adapter vraiment à tout profil. Donc ici, nous sommes sur un secteur qui est très concurrentiel, donc on est dans le prêt. Il faut savoir que la partie on-site, le site en lui-même est assez bien optimisé au niveau des contenus, du maillage, de la rapidité, voilà, toute la partie socle technique est assez bien optimisée et on voit, que là, le lien, voilà, au bout de quelques mois, on voit que le lien sur des requêtes assez concurrentielles où on a des volumes mensuels de recherche à 27K, 50K et 110K, on a réussi à vraiment à pousser le site et à gagner en visibilité. Hem donc c'est bien dans ce contexte-là où l'on a justement donc une bonne base technique, on a des bons contenus, on a un bon maillage, où le lien justement permet vraiment, de venir rattraper, des concurrents qui étaient là vraiment depuis longtemps et de leur passer devant. La slide suivante, donc ici nous avons un budget de 1 500 nous avons un budget de 1 500, € par mois. Nous avons envoyé entre 3 à 5 liens, par mois en misant surtout sur la qualité. On a envoyé donc, les gros liens, donc chez nous les gros fruits, hein, l'offre de Semjus c'est représenté par les fruits, plus les fruits sont gros, plus, le jus est important. Donc on va envoyer, les liens les plus gros, donc ananas, pastèque et les multifruits vers la page qui est vraiment importante à pousser. Donc là, c'est la page, qui est tout en haut, où on a reçu donc une vingtaine de liens. En dessous, on a, la page d'accueil sur laquelle on a envoyé des plus petits fruits, des plus petits liens qui sont moins coûteux, donc raisin, kiwi, orange. Donc là, les liens vers la page d'accueil, c'est pour rester naturel. On ne peut pas envoyer que du gros lien vers, Je crois qu'on a perdu de lien Nicolas. vers la page d'accueil. Mais il faut savoir, voilà, que si suivant la typologie de site, on peut plus ou moins envoyer de liens sur la page d'accueil. Un petit site, on va essayer de vraiment équilibrer pour avoir quelque chose de cohérent et de pas sortir de ce que Google tolère. Au niveau, donc des autres pages, on voit qu'après avoir poussé la requête principale, on est venu, travailler également 2 pages supplémentaires. Donc voilà, ce sont les 3 pages qui sont ici. Ce sont les pages que l'on a travaillées au niveau des liens, plus également, la page d'accueil. Donc, là, ici, sur cet exemple-là, le client avait vraiment des gros enjeux en termes de rapidité. Il voulait vraiment que son site monte rapidement. Il a su nous écouter et ne pas trop ventiler son budget parce que souvent, hein, les clients, ils veulent absolument pousser toutes leurs pages et ils veulent envoyer du lien vers toutes les pages du site et espérer que tout monte d'un coup. Donc, c'est quand même assez difficile. Il vaut mieux se focaliser d'abord sur quelque chose. C'est ce que l'on a fait sur la première requête. On va d'abord travailler une requête, bien faire monter le site sur une requête et une fois qu'on a atteint les objectifs désirés sur une requête bien précise, on peut venir travailler les autres URL. Mais voilà, la grosse erreur, c'est souvent de vouloir faire du lien sur toutes les pages ou faire du lien seulement spontanément. On envoie un ou deux liens par-ci par-là et on attend. Non, c'est vraiment le netlinking, c'est un travail d'endurance. On travaille sur au moins 6 mois et on cible une requête pour atteindre ses objectifs. Donc ici, on voit que le site
ben, il était plus jeune, hein. Il était plus jeune, on avait moins de domaines référents, on avait un trust moins élevé, on avait également une ancienneté, bien moindre que par rapport aux concurrents et on a quand même réussi à passer devant des plus gros acteurs qui étaient déjà présents sur les requêtes que ciblait le client. Pour finir avec ce premier cas, donc le lien ne vient pas forcément, travailler la page que l'on cible. C'est-à-dire, on va cibler une requête, on va pousser une page avec du lien, mais il faut savoir qu'il y a 2 effets au niveau du lien. Le premier effet, c'est de faire monter une requête bien précise sur, donc au niveau du site et le deuxième effet, c'est que ça va faire monter la globalité du site. C'est-à-dire, on va faire monter rapidement la requête que l'on travaille, mais également l'ensemble des mots-clés du site vont monter, pour mieux se positionner, au niveau, donc de Google et on le voit ici, on a doublé les mots-clés en première position, hein, on est passé de 141 mots-clés en première position à 302 mots-clés. Pareil pour le top 3, on est passé de 576 mots-clés à 1186 mots-clés positionnés et dans le top 10, on a quasiment triplé, on est passé de 2460 mots-clés dans le top 10 de Google à 6453. Donc là, la stratégie a vraiment été efficace, on voit que le site a clairement progressé à tous les niveaux. Au niveau du deuxième cas, donc là, on est dans un secteur qui est beaucoup plus niché, hein, qui est beaucoup moins concurrentiel. On est dans tout ce qui est décoration et activité manuelle. Donc les volumes de recherche sont plus modestes, hein. La concurrence également, la concurrence est beaucoup moins rude. Ici, on avait un budget de 300 € par mois. Donc sur un an, on accompagnait le client sur un an et c'était un site qui était très récent. C'est-à-dire le site était vraiment, assez récent et on a réussi, voilà, à faire décoller le site doucement mais sûrement. C'est-à-dire on ne prend pas de risques, hein, on envoie les liens vraiment, «naturellement» entre guillemets, hein. On évite d'envoyer trop de liens d'un coup et que ça paraisse, surnaturel. Il faut vraiment y aller doucement comme si c'était, naturel. On a fait monter donc l'ensemble des positions. Là, on le voit également, l'évolution sur un an où, au bout de 6 mois, on avait, 133 mots-clés en top 3 et après on est passé à 453 mots-clés non, jusqu'à 175 mots-clés. Donc on a quand même une belle évolution là si on regarde le top 3, ce qui est le plus important, 1 mot-clé au début, 133 mots-clés après, 175 mots-clés 1 an après et l'ensemble des mots-clés dans le top 10, hein, le top 10, on l'a vu tout à l'heure, c'est là où il faut être, hein, c'est là où les clics se font. On avait 74 mots-clés lorsque le site est arrivé chez nous. On est passé 6 mois après à 453 mots-clés et on est monté à 792 mots-clés dans le top 10. Donc clairement, il y a eu vraiment une très belle évolution, mais on le voit, voilà, ça a été vraiment, linéaire et c'est monté, doucement dans le temps. Ici, le dernier cas client que je voulais vous présenter, on est sur un site, qui part de zéro. Là, le site est tout nouveau, il part de zéro, tout petit budget, donc 150 € par mois et là, l'objectif était d'aider, les contenus à se référencer, donc à avoir, quels sont les contenus qui vont venir, se positionner en premier. Donc on est sur une stratégie où il n'y a pas vraiment de page définie à pousser et de mots-clés à aider à monter parce que là, le site démarre de zéro, donc on est vraiment au tout départ. Donc on va travailler principalement le netlinking global du site, voir, quels sont les mots-clés qui commencent à monter, analyser justement quels sont les mots-clés qui montent, quels sont les mots-clés, les pages associées qui ont le plus de potentiel et on va, travailler, donc le netlinking sur ces mots-clés-là. On va clairement appuyer sur ces mots-clés-là et faire monter, le site doucement. Donc là, nous sommes sur, 1 à 2 liens par mois maximum pour rester naturel, hein. Il faut toujours se dire, la priorité, voilà, c'est que le site reste toujours légitime à recevoir les liens qu'il reçoit. Donc on a un nouveau site, il ne doit pas recevoir trop de liens d'un coup ou des liens trop importants. Il faut vraiment y aller, tout doucement pour rester, naturel, voilà. Et pour conclure, voilà, éviter, la suroptimisation et privilégier ce qui tient dans le temps. Voilà, le netlinking, Google le tolère, mais il faut arriver à rester sous ses radars, en fait, hein. Dès qu'on va trop vite, automatiquement, hop, il arrive et puis c'est fini. Donc il faut vraiment rester propre, naturel, ne pas prendre de risques et rester sur ce que Google a l'habitude de voir et surtout prendre son temps. Enfin, il ne faut pas aller trop vite. Voilà pour ma présentation et maintenant je laisse la place à Samuel qui va pouvoir, prendre la main Alors merci et je
Merci Nicolas. Hop, je vais vous partager mon écran si vous pouvez me confirmer que c'est OK. Ouais, c'est bon. Parfait, OK. Donc l'idée, je vais vous parler plutôt d'une partie, hop, juste une seconde, d'une partie autour des A/B tests pour pouvoir optimiser vos taux de conversion. Donc, en quelques mots sur Chooseit, notre métier, c'est d'accompagner la transformation digitale des entreprises. Donc ça, sur 5 silos, si on peut dire, qui sont les plateformes de marque qui permettent de renforcer votre présence en ligne, les sites lead gen qui sont plutôt avec un accès au marketing et acquisition client. Bien entendu, le cœur de notre activité, qui sont les plateformes sur mesure, c'est vraiment du développement à façon pour combler un process métier et faciliter les processus d'une entreprise, des applications mobiles et des solutions e-commerce. Ça, c'est réparti sur 4 métiers ou 4 expertises qui sont une partie conseil en amont sur de la stratégie, du cadrage projet et de la formation. Ce qu'on va appeler la production sur 2 sujets qui sont le design avec toute la partie UX graphique et la partie développement. Et dans une quatrième activité autour de la performance et de l'évolution continue, de l'amélioration continue. Et c'est un petit peu sur ce sujet-là qu'on va travailler. Chooseit, c'est une entreprise qui a plus de 22 ans, donc 1998, une vieille agence avec 25 collaborateurs et des clients qui sont multisectoriels, ce qui nous permet d'avoir une vision très large de l'acquisition ou de l'optimisation sur des secteurs d'activité, de pouvoir faire des parallèles sur ces différentes branches. Donc, je vais vous parler de beaucoup plus d'A/B test. Donc, pour démarrer, la première règle, c'est de se dire qu'il n'y a pas vraiment de règle parce que toutes les industries, tous les secteurs d'activité sont différents. Des gens vont se connecter plutôt depuis des mobiles ou des ordinateurs et puis des utilisateurs sont plus ou moins avancés et dans des zones géographiques différentes. Donc, lorsque vous allez mettre en place un A/B test, l'idée, c'est de se dire, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. On a bien entendu des grandes directions lorsque vous créez des pages avec un titre, un call to action, mais là, on est un peu dans l'étape suivante qui est l'optimisation et l'optimisation de la transformation. Donc, si on prend on va dire une chronologie, l'idée, c'est tout d'abord de sourcer les différentes idées. Ça va se faire à travers du benchmark. C'est regarder ce que font mes concurrents et comment ils se positionnent, quelles sont les idées qu'ils ont. Il y a un sujet qui est aussi très important, c'est l'avis de vos collaborateurs, parce que les gens qui sont au support client, les gens qui sont sur une partie commerciale, ils discutent aussi beaucoup avec les clients et ils ont peut-être des mots, des phrases qui sont différentes et qui permettent de mieux comprendre le produit et le service que vous allez proposer à vos clients. Et bien entendu, vos clients, parce que si vous demandez à vos clients de vous décrire votre métier, vous allez voir qu'ils ne le décrivent pas tout à fait de la même façon. Donc, en fait, c'est ça qu'on va aller chercher pour pouvoir optimiser cette transformation. Et ensuite, il y a d'autres sujets comme le comportement sur votre site Internet, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des outils comme Hotjar qui vont faire du mouse tracking et vous allez pouvoir un peu voir comment vos utilisateurs naviguent sur votre site web et il y a peut-être des optimisations à faire. Et bien entendu, les apprentissages que vous avez eus des précédents tests AB. Deuxième étape, la mise en place. On verra qu'il y a des micro-tests et des macro-tests. Et puis, bien entendu, l'analyse. Et l'idée, c'est d'avoir un cycle, comme vous pouvez le voir, qui est infini. Je source mes idées, je les mets en place, je les analyse et je continue comme ça. Le point qu'on va voir, c'est donc là j'ai un pirate funnel en 5 étapes. Donc on va travailler plutôt sur la deuxième partie qui est l'activation. C'est-à-dire que j'ai un utilisateur qui arrive sur mon site internet à travers ce qu'on a vu avant, qui peut être du référencement naturel ou du SEA. Et il arrive sur mon site internet et mon objectif c'est de l'activer. L'activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va prendre contact, il va télécharger un e-book ou il va tout simplement s'inscrire pour mon service. On reste sur cette partie activation dans l'exemple qu'on va voir et dans notre webinaire, mais sachez que ça peut s'activer sur différents points de votre funnel et même sur tous les points. Sébastien, tout à l'heure, vous a présenté l'optimisation que Google faisait en termes de A/B testing. Il y a dans le positionnement de vos annonces, des tests qui sont faits pour trouver l'annonce la plus performante. Et c'est toujours ce jeu de l'optimisation qu'on va devoir travailler. Et sur une partie de rétention, donc la rétention, c'est faire revenir mon utilisateur pour lui proposer d'autres produits. Il y a des choses qui peuvent être faites à travers de l'emailing ou différents sujets. Par exemple, j'envoie à un groupe d'utilisateurs une promotion et pas à l'autre, et je regarde comment ça fonctionne pour pouvoir faire revenir mes utilisateurs sur mon site web. Donc, dans l'exemple qu'on va voir là, c'est plutôt la partie activation, mais sachez que ça peut s'activer vraiment à toutes les étapes de la vie de vos clients. Et on est vraiment dans cet objectif de micro-expérimentation, c'est je teste, je regarde, j'analyse, je teste, j'analyse, je teste, j'analyse. Et on a un cycle qui est un petit peu infini.
pour cet exemple, en fait, on a une landing page que vous avez à droite avec un formulaire de contact et quelque chose qui est assez classique avec un titre, une description et un formulaire de contact. Et j'ai du trafic qui arrive depuis Google Ads, depuis du référencement naturel ou depuis LinkedIn. Cette page est convertie à 7%, c'est-à-dire que lorsque j'ai 100 visiteurs, j'ai 7 prospects. Donc, il y a 7 personnes qui vont remplir le formulaire. Mon idée, c'est de dire c'est déjà bien, mais on va essayer d'optimiser tout ça et on va essayer de l'optimiser avec des A/B tests. L'idée, c'est d'optimiser notre coût d'acquisition client parce qu'on va vraiment travailler ce sujet-là qui est l'investissement que je fais par rapport au nombre de clients que j'ai. Et ça va me donner mon CAC ou mon coût d'acquisition client. Donc, sur la version A, là, que je vous présente, il est de 7%. Et sur la version B, parce que j'ai changé une image ou parce que j'ai changé un texte qui est plus parlant pour mes utilisateurs, il va être de 13%. Donc, c'est cette version-là que je vais ensuite standardiser dans mon site web. Donc, je fais un test pendant une semaine, 2 semaines ou plusieurs mois selon le trafic que vous avez. Et vous allez pouvoir ensuite choisir quelle est la version que vous voulez garder. Ce A/B test, en fait, c'est, comme on l'a vu dans le schéma, c'est une amélioration continue et ça doit se faire sur des cycles et ça de manière itérative. Dans le schéma que je vous présente ici, on teste une première version, donc la version A et la version B. Donc, on fait notre sourcing d'idées, on met en place et on analyse. La version A est plus performante et je vais en fait pouvoir partir ensuite de cette version A pour faire une version AA et une version AB et l'analyser au fur et à mesure. Donc, j'avance vraiment progressivement sur des cycles qui sont en soi infinis. Et si c'est ma version AB qui est la plus performante, je passe à la version 3 et j'essaie d'optimiser toujours comme ça. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'il ne faut pas faire du AB testing de manière démesurée, c'est-à-dire d'avoir 10 versions à la fois, parce que sinon, vous perdez dans les chiffres et vous ne savez plus vraiment ce que vous testez. Donc, il faut rester sur des volumes qui sont assez légers en termes de de tests pour que ce soit humainement compréhensible et plutôt l'avancer de façon itérative. Donc, on va voir sur un exemple, en fait, la mise en place d'un A/B test. Donc, je vais faire cette présentation avec 3 outils de Google pour cette démo, mais sachez qu'il existe d'autres outils sur le marché. Donc, j'ai 3 outils. Un qui est Google Analytics, qui va me permettre en fait de mesurer à la fois mon trafic et à la fois ma conversion. Sachez que dans Analytics, il y a ce qu'on appelle les objectifs de conversion, qui est le fait d'arriver par exemple sur une thank you page, qui est la page de remerciement après un formulaire en disant OK, merci de vous être inscrit, ou tout simplement d'avoir rempli un formulaire d'inscription. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle est la version qui transforme le mieux. On va utiliser Google Optimize pour tout ce qui est la création des variations et le dispatch du trafic. Et Google Tag Manager, comme Sébastien l'a aussi présenté, pour tout ce qui est l'implémentation des tags. L'objectif de Tag Manager, c'est de rendre les équipes marketing beaucoup plus autonomes et d'avoir le moins possible de personnes qui viennent travailler sur la partie technique. Donc, sachez qu'il existe aussi différents types d'A/B tests. On a des micros qui sont, enfin, ce qu'on va appeler des micros expérimentations. Donc, ce qu'on a sur du A/B N-test. Donc, c'est N-test parce que vous pouvez faire des tests avec 2, 3 ou 4 variations. Et c'est là qu'il faut rester quand même dans des choses assez humainement compréhensibles. Donc, ne faites pas des tests avec 25 variations, sinon vous n'arriverez pas à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment tester. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, on a le multivariable test, qui est de redécouper sa page en différentes sections et de tester une partie 1 avec différentes variations, une partie 2 avec d'autres variations, et de multiplier ensemble les combinaisons. Donc là, en fait, j'ai 3 combinaisons sur la section A et 3 combinaisons sur la section B, ce qui me fait 6 combinaisons totales. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'effort, il est plutôt micro parce qu'on reste sur la même page et on est en train de faire varier un titre, une image ou un texte. La troisième possibilité qui existe, c'est le test de redirection. Et là, on a 2 pages qui sont physiquement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une page sur le wexemple.com ou sur une autre URL complète. C'est un petit peu plus lourd à mettre en place parce qu'il y a 2 pages qui sont physiquement à créer et qui vont avoir une structure vraiment différente. Donc là, selon les besoins que vous avez et le temps que vous pouvez accorder, vous pouvez choisir différentes typologies de tests. On va faire un exemple avec le multivariable, mais avant tout ça, il faut savoir comment déterminer le gagnant. Donc là, je suis sur un A/B test. Donc j'ai une version A, une version B, et avec justement Google Optimize, on a notre trafic qui arrive et qui va être dispatché à 50% sur la version A et 50% sur la version B. Donc ça se fait de façon automatique. Et l'idée, c'est que
ce test va durer pendant 2 semaines ou plusieurs semaines. Et on va avoir un taux de transformation qui est là ma fameuse thank you page. Donc, vous avez à droite le fait que la page vue soit merci.html. Et c'est ça qui va permettre de savoir que cette page a transformé. Et tout le trafic qui va être envoyé va avoir un taux de conversion. Donc là, j'ai 22% sur la partie B et 17% sur la version A. Donc, c'est la version B que je vais ensuite standardiser et que je vais retester à nouveau avec d'autres variations derrière. Donc, c'est pour suivre le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va faire un test sur, on va faire un test. J'ai quelques exemples là sur un test multivariable. Donc, j'ai découpé ma page en 2 sections. J'ai édité différentes variations et j'ai fait ça sur deux variations sur la section A et 2 variations sur la section B, ce qui me donne 4 variations différentes. Donc, vous avez ici un exemple de ces variations. Donc, j'ai le titre de ma page qui est d'un côté un coach pour vous accompagner dans la mise en place de votre performance digitale. Et à droite, vous avez un point toutes les semaines pour vous coacher sur votre acquisition client, donc qui est globalement l'offre performance qu'on veut proposer chez Choose It. Et j'ai une deuxième section que vous voyez ici en orange, qui est un formulaire de contact classique ou un lien vers mon calendrier. Et ce que je ne sais pas, c'est quelle est la page qui transforme le mieux et qu'est-ce que mes clients et qu'est-ce que l'acquisition que je fais, quelle est la page qui va le mieux transformer. Donc pour ça, je fais un test multivariable. Donc j'ai un exemple ici que j'ai mis en grand et vous avez les différentes variations. Donc ça se fait directement dans l'outil Optimize où vous pouvez sélectionner les différents blocs de texte que vous voulez modifier et vous créez vos différentes variations. Donc l'idée, c'est que vous pouvez le faire directement en ligne et il n'y a pas d'implémentation technique à faire à part le tag qu'on va mettre dans GTM. Donc ce qu'on veut tester là, c'est est-ce que la phrase a un mot-clé, un impact sur mes utilisateurs et le fait de remplir un formulaire ou de prendre tout simplement un rendez-vous, est-ce que ça a un impact différent? Et c'est ce qu'on va tester pendant quelques temps. Donc, voilà la 4e version et ce test a eu lieu. Et là, j'ai du coup les résultats de mon test sur la version A0, B0, A0, B1 et A1, B0 et A1, B1. Donc, j'ai différentes sessions qui sont arrivées qu'on voit sur la première colonne. Le nombre de conversions, donc la conversion, c'est l'arrivée sur ma fameuse thank you page. Et j'ai du coup un taux de conversion qui a été calculé. Et on voit que la version A1, B1 a le meilleur taux de transformation. Donc, c'est peut-être celle-ci, qui est la dernière, qui va fonctionner. Alors, est-ce que je me l'explique ou pas selon ma cible? Peut-être que je me dis, la phrase là est plus précise en proposant à mes utilisateurs un coaching toutes les semaines, c'est plus parlant. Et je me dis aussi que peut-être le formulaire assez classique ne plaît pas à mes utilisateurs. Ils préfèrent tout simplement cliquer sur un lien et puis ils rentrent ensuite dans un tunnel de prise de rendez-vous. Et de manière générale, ça transforme mieux. L'objectif ensuite, ça va être de reprendre cette version A1, B1 et de retester avec différentes phrases et peut-être un autre système de calendrier ou faire 2-3 autres tests pour pouvoir voir si je peux toujours améliorer ma transformation. Sachez que quand vous faites du A/B test, vous n'êtes pas obligé de tester sur 100% de votre trafic. Vous pouvez segmenter aussi vos utilisateurs selon le fait qu'ils utilisent un téléphone portable ou un mobile, parce que vous pourriez tout simplement regarder comment ça transforme sur mobile, mais vous êtes plutôt à l'aise sur la version desktop. Vous pouvez, à travers un paramètre d'URL ou d'autres variables, ne tester que certaines personnes. Donc, ça vous évite de tester 100% de votre trafic, parce que si vous avez quelque chose qui marche, vous pouvez laisser 80% de votre trafic sur la version A, qui est la version standard, et de tester que 20% de votre trafic sur une version un petit peu alternative. Et sachez qu'il est aussi possible, à travers ces outils, de ne pas dispatcher le trafic de manière équitable. C'est-à-dire que sur la version A, vous pourriez envoyer 50%, 10% sur la version B et 30% sur la version C. Donc, il y a à la fois le trafic qui est dispatché et à la fois la répartition qu'on va avoir derrière. Typiquement, quand je teste un nouveau canal et une nouvelle cible, je suis assez à l'aise avec ma partie ads et référencement. Donc, je sais que je vais les envoyer sur la version A parce qu'elle fonctionne bien. Mais je me dis à un moment donné, tiens, je vais tester LinkedIn. Est-ce que ça marche bien? Parce que je ne connais pas trop la cible. Je vais pouvoir tester uniquement le trafic qui arrive de LinkedIn à travers notamment un paramètre d'URL ou une variable X ou Y qui va me permettre de mettre cette audience-là dans ce A/B test et ne pas tester 100% de mon trafic entrant sur le site web. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet vraiment de faire du test and learn et de regarder sur chacune de vos cibles
comment elles réagissent selon les différentes typologies de pages que vous avez. Donc, voilà en gros le fonctionnement des A/B tests. Si j'ai quelques conseils à vous apporter, c'est ne pas surtester vos actions et d'avancer vraiment de façon itérative. Si vous faites des tests en fait qui deviennent colossaux et qui sont en fait juste humainement plus lisibles, ben, en fait ça sert à rien. Donc il faut vraiment avancer étape par étape parce qu'il n'y a pas besoin de faire de la suroptimisation, un petit peu comme le disait Nicolas tout à l'heure sur un autre sujet. Il faut vraiment avancer de façon naturelle. L'objectif, c'est vraiment de tenir dans la durée. Ne faites pas 2 A/B tests et puis vous dites bah, c'est bon, on l'a fait, on arrête. Il faut vraiment essayer d'avoir un trend qui est enfin pas quotidien, mais toutes les 2 semaines, vous mettez en place un et un seul test. Vous avancez dessus, enfin un et un seul test sur un sujet. Vous pouvez avoir des sujets autour de l'activation ou autour de la rétention, mais ne multipliez pas non plus les tests sur le même segment de votre tunnel. Restez sur quelque chose de simple, mais surtout tenez dans la durée. Donc vraiment, ça peut s'appliquer à toutes les étapes d'un funnel, qui sont l'acquisition, ce qu'on a vu un petit peu avec la partie SEA, l'activation de vos utilisateurs et même la rétention. Et ça peut se faire à travers différents canaux, qui sont l'emailing. Vous pouvez tester différents messages sur des groupes d'utilisateurs différents. Bien entendu, les pages comme on l'a vu, ou la partie ads qu'on a vu à travers du Google ou du LinkedIn ou du Facebook. J'espère avoir été clair sur ce sujet. Donc, la conclusion autour de ce petit café, c'est qu'il y a une optimisation qui est faisable sur tous les postes et elle est importante. On a parlé de la partie ads, du ranking et du netlinking. Donc ça, c'est 2 sources qui vont vous amener du trafic et de l'optimisation avec les A/B tests qui vont vous permettre d'optimiser ce taux de transformation. L'ensemble des facteurs, ils sont vraiment importants parce que l'expérience client, elle sera toujours meilleure, le trafic plus qualitatif et forcément plus d'activité et de business derrière, puisque si vous avez un trafic qualifié qui arrive et un bon taux de transformation, vous avez normalement plus de clients qui sont en adéquation avec vos services et vos produits. Je vous laisse intervenir Nicolas ou Sébastien si vous voulez, ou si vous avez d'autres points. Je vous propose, avant de passer à la phase questions-réponses, de nous donner votre feedback directement. Donc, vous pouvez aller sur chooseit.com/avis, où vous allez avoir un lien dans le chat. C'est important pour nous pour savoir si les sujets sont cohérents, si ça vous a plu et bien entendu, si vous avez des idées. Donc, je vous laisse 30 secondes et on passe ensuite à la partie questions-réponses. On est très bien, on a respecté le timing, on avait dit 1 heure, 11h30, on est parfait. Ouais. Personne n'a débordé. Ouais, on a démarré 3 minutes en retard en plus. Donc, je pense qu'il faut que tu remettes le lien, Loïc. Il n'y a pas le lien qui s'affiche parce qu'il y a le nous derrière. Il n'est pas cliquable. Donc, voilà. chooseit.com/avis. 3 questions. Quel est votre avis? Si vous avez des points d'amélioration et si vous avez un projet. Et je vous propose qu'on passe ensuite aux questions-réponses. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. De toute façon, pour l'instant, j'en ai à peu près 7 pour vous. Donc, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Oui, effectivement, il y avait quelques questions de poser. Qu'est-ce qu'on fait? On y répond maintenant? Alors, je te propose, Loïc, peut-être de nous dispatcher les questions selon ce que tu as suivi, parce que moi, je vous avoue que je n'ai pas trop suivi les derniers points. Et Yes. dis-nous, Loïc, qui doit intervenir? Alors, j'en ai une pour Sébastien de la part de Thomas. Donc, il me dit « Je ne comprends pas pourquoi j'ai des différences de 1 à 10 j'ai des différences de 1 à 10 entre les conversions attribuées par Google Analytics et Facebook Analytics sur les mêmes campagnes. » Ouais, ok. Alors, en fait, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes modèles d'attribution. Il y a des first click et il y a des last click en fait. Et aujourd'hui, Google Analytics attribue le dernier clic, d'accord, entre tous les leviers. Donc aujourd'hui, sur Facebook, la conversion que tu vas avoir par défaut, ce ne sera pas la même que sur Google Analytics. C'est pour ça en fait que tu ne peux pas avoir de comparaison multi-levier. Donc c'est malheureusement normal.
Merci. Donc, on espère qu'on a répondu à ta question, Thomas. Ensuite, j'en ai deux de la part d'Antoine pour Sébastien encore. Donc, sais-tu sur quoi Google se base pour connaître les informations démographiques? Si c'est à la création du compte, est-ce que c'est vraiment qualitatif? Alors, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a Google se base sur un ensemble d'indicateurs pour pouvoir avoir toutes ces informations qui sont regroupées dans la gestion des audiences. Sur la partie démographique, en fait, Google, c'est tout simple, hein, il va se baser sur ses outils. Donc, il y a les outils qu'on utilise avec son ordinateur. Il va y avoir Chrome, il va y avoir Gmail, il va y avoir tout ce que l'on va pouvoir faire, on va dire, au quotidien. Il y a une période en fait où il y avait des questions sur ouais, mais moi comment je fais? J'ai mon ordinateur familial dans lequel j'ai ma femme, ma fille, mon fils et la grand-mère qui viennent faire des mêmes requêtes. Donc du coup, il y a un moment en fait, on pouvait avoir des différences de personnes et donc du coup, c'était un peu plus compliqué de toucher la bonne personne. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a des requêtes qui se font avec les mobiles. Et ce mobile, en fait, c'est ce mobile, que l'on soit une grand-mère ou que l'on soit un ado. Donc, les requêtes, elles vont se faire à partir de là et à partir de la connexion à son compte Gmail notamment. Donc, on arrive à avoir des gestions d'audience qui sont de plus en plus fines parce qu'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup les mobiles et alors là, à partir de là, il y a tout qui est plugué, tout qui est noté. Donc, la base de données aujourd'hui, Google, elle est énorme et c'est ce qui nous permet d'avoir des informations fiables aujourd'hui sur la partie données démographiques. Merci Sébastien. Du coup, deuxième question pour Antoine. Est-il toujours pertinent pour toi d'utiliser les annonces textuelles étant donné qu'il y a les RSA que tu as présentés? Oui, alors, très bonne question. Aujourd'hui, les comptes Google Ads, on a la possibilité de faire un petit peu du tout automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux paramétrer tes objectifs et dire à l'outil, bon, bah, toi, tu fais ce que tu veux, mais sauf que moi, je veux un CPA de X. Et du coup, tu laisses l'outil tourner. Tu mets bien sûr, hein, tu renseignes tes mots-clés et c'est Google qui va pouvoir, en fonction des objectifs que tu vas pouvoir lui donner, atteindre ou pas l'objectif, donc te faire diffuser ou bien stopper. Nous, ce qu'on conseille en règle générale, c'est de faire un petit peu un mix des deux. Donc, il y a des méthodes Angakur qui permet c'est une méthode japonaise qui permet en gros de faire un split. Là, je parle déjà au niveau de la structure entre de l'automation avec du tout automatique et du manuel. C'est exactement pareil au niveau de la gestion de tes annonces. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir au moins 2 campagnes en manuel que toi, tu vas faire, enfin 2 annonces, pardon, en manuel que tu vas faire et une annonce en RSA. Pourquoi? C'est comme je le disais tout à l'heure, tu connais ton activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais aujourd'hui ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu as ton back-office dans lequel tu vois les ventes qui sont générées. Tu connais tes top produits. Tu sais quelles sont les accroches qui vont pouvoir marcher. Donc, c'est à toi, en gros, de pouvoir dire, tiens, ça, il faut que ça diffuse parce que ça cartonne et ça marche bien. Mais du coup, pour pouvoir rechallenger régulièrement ce que toi, tu ne vois pas, mais ce que l'automation et tous les outils Google peuvent voir, il faut laisser au moins une RSA tourner. Et puis après, de toute manière, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir juger si ça marche ou si ça ne marche pas? C'est les résultats, hein. Taux de clic, taux de transformation. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est 2 annonces en manuel, une annonce en RSA, tu laisses tourner et puis tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok, super, merci Sébastien. Si on a répondu ou pas assez, Antoine et Thomas, n'hésitez pas à me l'envoyer dans le chat. Bon, Antoine nous dit ultra clair, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Sébastien. Pour Nicolas, du coup, une question de Amine. Est-ce qu'il y a un outil qui permet de comparer les mots-clés saisis par les utilisateurs Google pour trouver le bon mot-clé? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons 2 outils principalement, 3, il y en a même 3. Il y a SEMrush, Rank Explorer et Yoda Insight. Ces 3 outils nous permettent déjà de voir quels sont les mots-clés positionnés sur un site, de voir les mots-clés positionnés également chez les concurrents et de voir un petit peu les volumes de recherche. Et en fonction des volumes de recherche, on va voir quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés, les plus concurrentiels et sur lesquels il faut aller se positionner. Donc, quand on est sur un petit site, on va choisir des mots-clés qui ne sont pas forcément beaucoup recherchés parce que ça va être difficile d'aller se positionner sur des requêtes qui sont très concurrentielles. Et plus on va être sur des gros sites et plus on pourra aller attraper des requêtes un peu plus grosses. Donc, grâce à ces outils-là, on peut taper un mot-clé et voir les différents volumes de recherche sur les différents mots-clés. Il y a également Google Trends également qui permet de voir cela, en fait, de voir quel est le terme qui est le plus recherché par rapport à un autre, afin de choisir le bon mot-clé à travailler.
Merci Nicolas. Deuxième question pour toi de la part de Jonathan. Quel conseil pour bien optimiser les liens sur la homepage? Je pense notamment au footer dans lequel on a envie de mettre beaucoup de liens. Alors justement, c'est une grosse erreur de mettre des liens dans le footer. En fait, un bon lien, il est positionné sur une seule page, en fait. Dès qu'on va mettre un lien dans des zones communes d'un site, on va complètement, diluer le jus. Ce qui est important, et surtout ce qu'il faut faire attention, ce sont donc déjà la 1re chose, ce sont les méga menus. Les méga menus, on en voit de plus en plus sur les sites parce qu'on arrive à intégrer les liens de quasiment tous les univers, tout le catalogue sur le menu principal du site. Et on a également les gros fat footers où justement on vient mettre plein de liens. Le souci de ça, c'est que dès qu'on arrive, par exemple, sur la page d'accueil, le jus qu'on a récupéré de la page d'accueil, il vient complètement se diluer et partir sur toutes ces pages-là, sur tous les liens que Google va rencontrer en venant consulter la page. Donc c'est une grosse erreur de mettre beaucoup de liens dans le footer, de mettre beaucoup de liens dans les méga menus. Donc pour ça, il y a une technologie qui est extraordinaire, qui s'appelle l'obfuscation de liens. Il y a également le cloaking. Et si vous regardez des sites comme Darty, comme la Fnac, et cetera, ou Cdiscount, ce sont des sites qui utilisent ces technologies-là, où on va laisser visibles tous les liens à donc l'utilisateur, à l'internaute, pour conserver l'UX et qu'il ait tous ces liens. Mais on vient cacher ces liens donc au robot de Google pour ne pas forcément qu'il les voit et mieux sculpter le site. Donc aujourd'hui, bon, si on ne veut pas rentrer dans de l'obfuscation de liens parce que ça pourrait être trop compliqué, ce que l'on peut faire, c'est que on peut venir, limiter déjà le nombre de liens dans, les différentes sections. C'est-à-dire que si vous avez un site e-commerce, vous pouvez mettre seulement les entrées des sections, dans le menu principal. Quand on rentre dans un univers, on a les sous-sections et le maillage se fera automatiquement comme cela et on va limiter le nombre de liens dans les espaces communs, donc l'entête, la barre latérale et également le pied de page pour correctement canaliser le jus de la page d'accueil, Les liens qui arriveront dans la page d'accueil, il faut, le jus arrivé sur la page d'accueil, il faut qu'il soit correctement redistribué via la page d'accueil. Donc moins vous mettrez de liens sur la page d'accueil et mieux ce sera en fait. Donc voilà, donc limiter le nombre de liens et cibler vraiment les pages qui ont besoin de jus SEO. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez l'obfuscation de liens, renseignez-vous un petit peu sur ça. Ça reste très intéressant. Merci Nicolas. J'ai une dernière question qui vient d'arriver de la part de Charlotte là, sur ça. Donc, est-ce qu'une campagne de boost sur une semaine, ça serait efficace? Une campagne sur une semaine? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, Google met du temps à interpréter les résultats. C'est-à-dire que, une action que l'on va mener aujourd'hui en SEO en général, cela peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à être interprété. Donc aujourd'hui, pour le netlinking, une stratégie qui fonctionne bien, c'est une stratégie qu'on va étaler sur plusieurs mois parce qu'on pourrait aller très vite et être très agressif en termes de liens, sur une courte période, faire monter un site rapidement. Le problème, c'est qu'on ne va pas vous garantir que cela va tenir dans le temps. C'est-à-dire le site va monter très vite, mais il va rapidement s'écrouler derrière, parce qu'on est allé trop vite et qu'on est passé au-dessus des radars de Google. Donc ce qui est pertinent, c'est d'y aller vraiment doucement et progressivement. On prend son temps, mais il faut au minimum 3 mois pour commencer à ressentir vraiment les effets d'une campagne et il faut 6 mois pour que ce soit vraiment pertinent. Donc aujourd'hui, voilà, le netlinking, c'est un travail d'endurance. Ce n'est pas un sprint, c'est un travail d'endurance. On y va sur le long terme. Non, en une semaine, on ne pourra rien faire en termes de netlinking. Si on a des objectifs très courts, il n'y a que le SIA qui pourra justement nous permettre de se positionner rapidement sur la première page de Google. Le SEO, c'est plus du travail sur du long terme. Voilà, on investit dans le temps, mais voilà, cela prend du temps. Voilà, c'est pour ça que les deux restent complémentaires. Super. J'ai une question là, donc, pour réagir à ta réponse sur les liens dans le footer. Antoine me demande si les mettre tous en nofollow, c'est une bonne pratique. Alors, non, parce que Google se réserve le droit de de ne plus interpréter le nofollow. Donc vous pouvez aller voir sur le blog de Samjus, on a un article qui explique tout ça. Pardon. Google maintenant, le nofollow, clairement, il fait un petit peu ce qu'il veut maintenant.
Donc le nofollow ne va pas l'empêcher d'aller voir déjà ce qui se passe derrière un lien nofollow. Et surtout, c'est que quand il voit un lien nofollow, il va quand même diviser la popularité. C'est-à-dire s'il y a un lien follow et un lien nofollow, même pour lui, il y a 2 liens, il va diviser la popularité en 2. Donc le lien follow aura 50% du jus et l'autre lien à côté qui est en nofollow, il aura rien du tout parce que 50% ne seront pas transmis. Donc l'obfuscation de liens, on vient cacher les liens. Les liens ne sont pas visibles. Donc aujourd'hui, et depuis cette mise à jour de Google, où maintenant il nous a clairement dit que le nofollow, il ne le respecterait plus, il faut arriver à masquer les liens techniquement. Et la technique aujourd'hui, voilà, c'est l'obfuscation de liens. Le nofollow aujourd'hui, ne l'utilisez plus. Il ne sert entre guillemets à plus grand chose. Merci Nicolas. Donc j'espère qu'on a répondu à vos questions. Du coup, j'en ai encore une dernière là pour Samuel. Donc de Alice, le fait de faire une répartition des visiteurs différente sur chaque version ne fausse pas les résultats. Alors non, ça ne les fausse pas parce qu'on regarde en termes de ratio, c'est-à-dire que si vous avez 100 personnes qui arrivent sur une première version et qu'il y en a 50 qui convertissent et 25 et 20 qui convertissent, ça fait effectivement moins de conversions sur la version B, mais c'est surtout le ratio qui nous intéresse et le pourcentage en fait qui indique le gagnant. C'est ce qu'on avait sur la colonne 2 dans le screenshot. C'est vraiment un ratio qu'on regarde et un pourcentage de transformation. Donc avoir une répartition de trafic de 80-20 n'est pas problématique pour voir la page la plus performante. C'est nombre de visiteurs par rapport à la transformation. J'espère que c'est assez clair. Ok, super. Du coup, je n'ai plus de questions. Donc, du coup, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. On va vous envoyer du coup le replay et le PDF de la présentation courant de l'après-midi. Voilà, donc n'hésitez pas à rentrer en contact par la suite si vous avez d'autres questions. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de matinée et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci À bientôt. à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.